Auf dem Weg steht ein Bäum, steht reingebogen. Alle Vögel von dem Bäum seien sich zerflogen. Drei kein Meiref, drei kein Misrech und der Rest keine Dorem. Und dem Bäum gelost allein, hefker fahr dem Sturem. Sog ihr zu der Mammen her, sollst mir noch nicht sterben, weil ich Mame eins und zwei bald a Vogel werden. Ich will sitzen auf dem Bäum. Je vais vous parler de cet objet, ce cendrier en cristal de Bohême que j'ai toujours vu dans l'appartement de ma mère, au milieu de tas d'autres objets dont je ne me suis d'ailleurs jamais occupée. J'ai jamais eu l'idée de demander l'origine. Et puis je crois qu'un jour il s'agissait peut-être de ranger ou d'éliminer des choses. Et j'ai senti que ma mère que ce cendrier, c'était pas un cendrier comme les autres. Et à cette occasion, je lui ai demandé, mais d'où tu as cet objet ? Et elle me raconte que sa sœur aînée, qui était résistante, qui a été internée à Ravensbrück vers la fin de la guerre et qui en est sortie, est revenue donc de Ravensbrück. Ma mère allait tous les jours à l'hôtel Lutetia pour voir si elle faisait partie des revenants. Et en fait, c'est pas là qu'elle l'a trouvée. Ma tante est arrivée un jour et a frappé à la porte. Et non seulement elle revenait de Ravensbrück, pas en très bon état d'ailleurs, et elle apportait cet objet, un cadeau en quelque sorte. Et c'est étrange parce que ma tante ne m'a jamais parlé de rien du tout. Je savais, c'était la légende familiale qu'elle avait été déportée, mais elle ne m'en a jamais dit un mot. En revanche, elle est devenue décoratrice. Et voilà, elle avait la réputation d'une part d'aimer les objets et d'aimer faire des cadeaux. C'est devenu en quelque sorte son métier, puisque quand ma mère, Françoise Giroux, est devenue directrice de l'Express, ma tante, Jenna, qui s'appelait Gourdji quand elle était jeune fille, ensuite Chapa, a été une des cofondatrices de Madame Express. Donc toute la partie cadeau, justement, art ménager, etc. Mais c'était une vocation apparemment, puisque revenant d'un camp de concentration, elle est revenue avec ce cadeau, que évidemment j'ai gardé précieusement moi aussi. Elle est née à Constantinople, et mes grands-parents donc ont émigré en 1916, puisque ma mère est née sur le chemin de l'immigration à Lausanne. C'était le chemin pour aller vers la France. Mon grand-père était juif. Il vivait donc en Turquie. Il a créé la première agence de presse turque, l'équivalent de l'agence France Presse en Turquie. Et au moment de la Première Guerre mondiale, il a dénoncé, je ne sais pas exactement si je peux dire ce mot-là, l'alliance entre les Turcs et l'Allemagne, et de ce fait a été condamné à mort en Turquie, d'où l'exil de la famille. Ma tante, elle, est née quelques années plus tôt à Constantinople, et ma mère est née à Lausanne. Avant-guerre, elle s'était mariée avec un homme à Clermont-Ferrand, catholique, et je pense qu'à l'occasion de ce mariage, pas à l'occasion, pour se marier, elle s'est convertie au catholicisme, et elle a fait un mariage, très grand mariage bourgeois, que ma mère et ma grand-mère n'appréciaient pas. Au moment de la guerre, son mari est devenu un collaborateur notoire. Et donc, elle a rompu immédiatement, elle est devenue résistante, et dans la résistance, elle a rencontré son second mari, Jean Chapa, donc après elle s'est appelée Jenan Chapa. Et son premier mari a été, à la fin de la guerre, a eu un procès et a été exécuté.
Ma mère avait une position très particulière que on a un petit peu de mal à comprendre à l'époque. Euh, Elle disait tout à fait officiellement que si elle avait eu à choisir, si elle devait choisir, elle aurait aimé être protestante. Moi, j'ai été baptisée catholique, élevée dans la religion catholique. Ma grand-mère elle-même se disait catholique, elle s'est convertie. Elle était catholique, j'ai envie de dire, enfin, tout l'intéressait dans la religion catholique. C'est pas qu'elle pratiquait la religion catholique. Elle était très amie avec un dominicain, le père Avril, qui venait très souvent la voir et avec qui elle avait des discussions assez poussées. Et donc, pour moi, on était tous catholiques. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Mon père ne m'a jamais rien dit. Moi, je pensais un peu naïvement et sans trop me poser de questions que tous les Russes pour moi, les Russes étaient orthodoxes. Donc, mon père était orthodoxe, ne m'ayant rien dit, je n'ai jamais posé de questions. Il me semble que, par exemple, l'autre jour, je me demandais comment mes parents s'étaient rencontrés. Ce que je ne sais pas, mais j'imagine que si j'avais demandé à ma mère comment elle avait rencontré mon père, elle m'aurait répondu. Simplement, je ne le lui ai pas demandé. On ne se met pas devant un enfant ou même un adolescent en lui disant « Tiens, je vais te raconter ». Et donc, c'est de la de la responsabilité, on va dire, des enfants, s'ils veulent savoir des choses, de poser des questions. Si j'avais interrogé ma grand-mère, je ne sais pas si elle m'aurait répondu ou pas, mais peut-être. Voilà, donc je crois qu'il ne faut pas toujours dire « ils nous ont rien ». Enfin, en tout cas dans ma famille, je ne veux pas généraliser parce que je sais que dans d'autres circonstances, les enfants ne posent pas de questions pour ménager les parents. C'est-à-dire ils sentent que voilà, c'est un barrage total. Et donc, mais moi, je n'ai pas senti un barrage total. De ma part, j'ai senti plutôt une certaine indifférence. Et au moment où je me suis réveillée, c'était trop tard. Ma mère, elle, on va dire, dissimulait qu'elle était juive. C'est très étrange parce que tout le monde pensait qu'elle était juive, dans son milieu, etc. Mais elle, non seulement n'en parlait jamais, mais vraiment, il ne fallait pas aborder le sujet. Donc c'était assez étrange. Et puis, moi, personnellement, ça ne me posait pas tellement de problèmes, parce que moi, j'étais catholique, j'étais une grenouille de bénitier jusqu'à 12 ans. Ensuite, j'ai un peu changé, mais la question de la religion m'était totalement étrangère, ça ne m'intéressait pas. Alors ensuite, l'âge venant, les enfants venant, etc., j'ai un de mes fils, mon fils aîné, qui lui a été rechercher tout ça, a interrogé ma mère, qui n'a pas du tout aimé ça, mais pas du tout. Et voilà, et c'est lui qui est allé creuser, rechercher tous les papiers, regarder où ma grand-mère s'était mariée, ce qui s'était passé, etc., etc. Donc c'est lui qui a fait ce travail de mémoire, qui a bénéficié, je dois dire, à toute la famille, et je l'en remercie vivement. Je suis la voix d'un monde englouti. Après moi le déluge et l'oubli. Mon chant donne à des millions de vies un sursis. On y entend les rires et les cris, la joie des noces, le mal du pays. On s'écrivait que tout allait bien. Dieu merci. Sur le site de Ravensbrück, où il y a énormément d'informations. J'ai retrouvé cette photo absolument incroyable où on voit ma tante, donc Jenan, qui sort du camp et qui est, voilà, moi je trouve qu'elle est mince, mais pas
mais pas décharné, on va dire, avec ce sourire qui est sa marque de fabrique, on va dire, ce petit sac, l'élégance, enfin c'est le rire et le camp derrière avec voilà, les barbelés. Je ne sais pas qui a pris cette photo, comment ça s'est passé, mais elle se trouve sur le site officiel de Ravensbrück. Elle n'en parlait jamais. Elle n'a pas du tout, elle n'est pas, absolument pas, à ma connaissance, restée en contact avec toutes les femmes qui étaient avec elle à Ravensbrück. Elle a vraiment effacé cette période de sa vie. Elle était avec Germaine Tillon, voilà, avec ce groupe-là de femmes, et elle n'a jamais dit qu'elle était juive. Et heureusement. La famille, en fait, c'est-à-dire ma grand-mère et ma mère et ma tante, n'ont jamais porté l'étoile jaune, et ma tante a été déportée comme résistante, pas comme juive, ce qui changeait évidemment considérablement les choses. Je pense que ce qui les a protégés aussi, en tout cas de ce côté-là, c'est de absolument pas se reconnaître comme juive. C'est-à-dire, c'est pas je me sens juive ou juif ou juive et je ne me déclare pas, c'est je ne suis simplement pas juive. Je pense que ça les a encore plus protégés. Au moment où ma mère m'a raconté cette histoire, ma tante était morte. Donc c'était une période où, moi-même étant devenue plus âgée, je commençais à être un petit peu curieuse de savoir un petit peu ce qui s'était passé plus précisément. Je connaissais voilà, la légende familiale, mais sans plus. Mais malheureusement, ma tante est décédée très rapidement d'un cancer foudroyant. Et je n'ai pas eu l'occasion de lui poser directement la question. Mais c'est la seule chose qui me reste d'elle. Ich will sitzen auf dem Baum und will ihn verwiegen. I werden Winter mit der Treist, mit der schönen Nigen. Hey, da di 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 da. Hey, da di 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 da. Sog die Mame nicht der Kind und sie weint mit Tränen. Je suis venue aujourd'hui vous montrer et vous présenter ce bougeoir. Ce bougeoir a une histoire assez particulière. J'ai grandi avec, chez mes parents. Il a toujours été au-dessus de la cheminée. Il est beau, il est brillant et il est un symbole extrêmement fort. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours voulu savoir quelle avait été l'épopée de mon grand-père, parce que c'est une véritable épopée, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père était peintre, il s'appelait Emmanuel Proveller, et nous avons la chance d'avoir des cassettes à la maison qui ont été enregistrées par un sociologue américain qui a interviewé mon grand-père pour lui demander des précisions sur sa traversée de l'Europe entre 1942 et 1945. Il se trouve que j'avais essayé d'écouter ces cassettes audio et que je n'avais jamais réussi à comprendre le moindre mot de ce que racontait mon grand-père, qui passait d'une parenthèse à une autre parenthèse et surtout qui avait un très fort accent polonais. Je suis arrivé à Paris, abasourdi, étrangement étrange à tout ce qui se passe, attiré quand même, attiré par la littérature, parce que quand même mes instructions c'est à Pologne. Pologne c'est depuis Marie Walewska, il y a une espèce d'attrait extraordinaire, et puis la culture occidentale, je connais Balzac à fond et tout, je suis Paris artistique, j'avais des peintres qui étaient à Paris, qui connaissaient Pigalle et tout le Montparnasse. Cet attrait existait, mais quand j'ai débarqué avec ma fille à Gare de l'Est, je sais pas, 1948, que c'était 48 quand même, au mois de mars, déjà avoir suivi, d'abord j'ai échappé à la guerre par des mailles extrêmement bizarres de la destinée, je dois le dire, je sais pas comment vous dites, destinée grande D, au petit déj, on s'en fout, mais quand même, j'ai dû crever 1000 fois. Et plus il racontait son histoire, plus c'était invraisemblable et moins je comprenais. Je vais vous montrer cette toile ici,
qui s'appelle La mandoline et le bougeoir, et qui est très importante parce que finalement, le bougeoir, c'est le passé, c'est l'histoire, c'est ce qui reste. Et la mandoline, c'est ce qui lui a permis de survivre pendant la guerre, et notamment quand il a été soldat dans l'armée rouge, il a été, entre guillemets, embauché parce qu'il pouvait jouer de la musique. Et en fait, faire marcher les soldats au pas et les motiver, parce qu'ils étaient tous morts de faim, et il fallait continuer à les faire avancer et traverser les forêts. Et il n'avait jamais vraiment appris la musique, mais il jouait d'oreille. Donc vous imaginez la symbolique de cette toile. Des années plus tard, ma mère a décidé de faire un travail immense, c'est-à-dire retaper toutes ces cassettes pour en faire un livre qui est paru et qui s'appelle Provellaire, un éternel renouveau. Et en fait, dans lequel on trouve toute la conversation de mon grand-père avec ce sociologue. En lisant ce texte et petit à petit en filigrane, en comprenant qui était mon grand-père, j'ai soudain eu l'impression de véritablement le comprendre. Et il y a un passage très particulier où il parle du moment où il va revenir dans sa ville, Lviv, à l'époque qui s'appelait Lvov, et avant même Lemberg. Ce bougeoir ici, il a été fabriqué à Lemberg, à l'époque donc austro-hongroise. Ce qui s'est passé, c'est que mon grand-père a fait tout un périple pendant la guerre. Il était à Polytechnique et puis il a commencé à étudier l'architecture. Et il a dû laisser ses parents dans le ghetto, enfin son père, puisque sa mère et sa sœur avaient été déportées. Son frère aîné est mort avant ça. Il a été assassiné à l'université par des antisémites. Donc son père lui a dit « file, pars, sauve-toi » avant qu'ils referment le ghetto et avant qu'ils soient tous déportés. Et il est donc parti de Lviv avec des faux papiers. Ces faux papiers lui ont été donnés par une chance extrême, par un voisin qui avait ces papiers, qui correspondait à un homme de son âge à lui à peu près. Et ce qu'il a fait en quittant donc sa ville, c'est qu'il a pris ces nouveaux papiers du nom de Wróblewski, donc un Polonais. Il a jeté ces papiers et ces papiers à lui, et il a fui. Il a fait une sorte de boucle, parce qu'il est passé par l'Allemagne. En fait, il aidait à construire des infrastructures, donc il s'est fait embaucher à la fois en Europe de l'Est. Toute cette région est pour moi complètement floue, parce que ça a été austro-hongrois, c'était polonais, c'était allemand, c'était russe. Pour moi, c'est un mélange total. Et donc, bref, et il était comme ça au fil des mois et au fil des années. Il a travaillé jusqu'à arriver en France. Et puis, à la fin de la guerre, il était dans l'armée rouge, il a été embauché dans l'armée rouge, et il est revenu dans sa ville, habillé en militaire, en soldat de l'armée rouge, avec une mitraillette, et il est arrivé devant son immeuble. Et devant son immeuble, il a vu le gardien de l'immeuble de ses parents. Le gardien de l'immeuble de ses parents était vêtu du manteau de son propre père à lui. Bon, il aurait pu l'assassiner, il ne l'a pas fait. Et il est descendu à la cave. Il est descendu à la cave pour voir s'il restait quelque chose dans cette cave. Parce que ses parents avaient entreposé des biens plus ou moins précieux. C'était des gens très pauvres, mais ils avaient entreposé quelques biens précieux. Tout avait été forcément pillé par les voisins. Mais dans la terre battue de la cave restait ce bougeoir. C'est la seule chose qu'il a pu rapporter avec lui. Et qui symbolise ce qui reste, ce qui est resté de sa famille, puisque personne n'est revenu. Donc voilà l'histoire de ce bougeoir, que je ne connaissais pas enfant. Moi, j'avais grandi avec, mais je ne connaissais pas l'histoire de ce bougeoir. Et il se trouve qu'il y a quelques années, après la naissance de ma fille, qui a la chance d'avoir un père clarinettiste,
Ma mère m'a appelée un jour alors que ma fille restait chez eux et elle m'a dit « Écoute, c'est complètement fou, Alona vient de se saisir du bougeoir et tu sais ce qu'elle fait avec ? Elle le prend pour une clarinette et elle fait semblant de jouer à la clarinette avec. » Je me suis dit, je sais comment je vais raconter mon grand-père. Et je me suis dit, je vais raconter mon grand-père à ma fille, parce que pour moi-même, l'histoire est tellement compliquée, j'ai tellement de mal à comprendre ce qui lui est arrivé pendant la guerre et comment il a survécu. Comment je peux le passer à ma fille, qui est encore plus loin que moi de cette histoire, et à d'autres personnes qui sont peut-être complètement étrangers à cette histoire et à l'histoire même de la Seconde Guerre mondiale en général. Bientôt, les prochaines générations, ça va être très difficile pour eux de comprendre véritablement l'indicible et ce qui s'est passé. Et je me suis dit, ce bougeoir, c'est vraiment l'objet parfait. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise à mon bureau et j'ai commencé à écrire ce bougeoir que tu tiens, ma fille. C'est devenu, par une chance extraordinaire, un spectacle qui a été créé hommage cette année. Et s'il a pu devenir spectacle, c'est grâce à mon amie Coralie Émilion-Languille, avec qui j'ai déjà travaillé sur une autre pièce de théâtre, qui a lu le texte, qui elle-même n'est pas juive, mais qui l'a ressenti comme un texte sur la mémoire, sur la transmission et sur quelque chose d'indispensable à l'heure actuelle. Comment transmettre l'histoire ? On n'est rien sans nos racines. Et quand on arrive à savoir qui étaient nos aïeuls, qui étaient nos grands-parents, et même voir au-delà, d'une certaine façon, on pousse mieux peut-être. Sag ich, Mame, es ist ein Schott, deine schöne Augen. Und neder was, und neder wenn, bin ich mir a Vogel. Weint die Mame, itzig freuen, seh Gottes Willen, nimm sich mit a Schaligl, kennst sich noch verkillen, die Kaloschen tu sich an, es geht a scharfer Winter und die Kutschen nehm euch mit, weiss mir. Ça devait être tout de suite après la guerre, en 45-46, quand on a commencé à poser, quand j'ai commencé, parce que mon frère était beaucoup trop petit, à poser des questions. Où était passé Pépé et Mémé, voilà. J'ai l'objet, mais pas de souvenir de m'être amusée avec, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il est là, j'ai gardé sûrement avec beaucoup de précaution et ressorti lorsqu'il m'a été demandé de témoigner. Cet objet, c'est l'objet que mes grands-parents m'auraient offert. C'est resté comme ça tout le temps. Faut pas... Dans ma tête, je tente de ne pas démolir les choses qui sont belles. Voilà. C'est ce que mes parents m'ont offert. C'est que mes grands-parents auraient été heureux de me l'offrir. Mes grands-parents maternels habitaient au 193 rue du Temple.
ce dont je me souviens très bien. Au dernier étage, au rez-de-chaussée, il y avait un café qui s'appelait Au Vrai Saumur, qui a laissé entrer la milice en décembre 1943 et qui a indiqué où se trouvait le logement de mes grands-parents. La milice est montée dans ce logement et dans la chambre du fond, il y avait des cousins de famille avec une petite fille de mon âge qui braillait toutes les nuits. Là, la milice est rentrée. Mes grands-parents sont partis comme en pleine nuit, comme ils étaient habillés avec éventuellement une robe de chambre, des pantoufles, enfin ce qu'ils avaient sous la main, et pour être déportés à Drancy. Les cousins et la petite cousine n'ont pas bougé, et ils sont partis très vite, justement pour qu'on n'aille pas chercher quelqu'un d'autre dans la chambre du fond. Les robes à fleurs, c'était des robes qui devaient me fasciner. D'après ce que ma mère m'a raconté, je secouais les robes, et je les secouais et secouais pour faire tomber les fleurs, qui bien sûr ne tombaient pas, puisqu'elles étaient imprimées sur le tissu des robes. Donc voilà, ma mère essayait bien de m'en dissuader, mais comme j'avais déjà à cet âge-là un certain caractère, je continuais à secouer les robes et les fleurs venaient pas, c'était les robes qui tombaient. Ça fait partie de mes souvenirs d'enfant caché. Quand nous posions des questions, ça je me souviens, je demandais où étaient les grands-parents, Pépé et Mémé. Et là, ma mère nous répondait qu'ils avaient pris le train. Donc s'ils ont pris le train, ils étaient partis en vacances. On était tranquilles. Mon grand-père écrivait de Drancy, demandait qu'on lui envoie du lard, qu'on lui envoie du pain, et il met à un moment, finalement on n'est pas si mal que ça, on ne paye pas de loyer à Drancy. Ma grand-mère demandait qu'on lui envoie des chaussons chauds, de quoi l'habiller, etc. Ma mère a reçu cette lettre. Elle a envoyé ces fameux colis, et ce colis a été, je suis jamais arrivée à Drancy, a été intercepté, et c'est là où ils ont pris le train pour Auschwitz. Mais Auschwitz, c'était à cette époque-là totalement inconnu. Mon père était toujours très silencieux. C'était ma mère qui parlait. Et puis, à Noël ou à un moment, elle a offert à mon frère une poupée, qu'il a toujours, et moi, elle m'a offert cette petite salle à manger. Donc voilà, j'étais contente. Les grands-parents s'étaient manifestés, ils allaient revenir, puisqu'ils m'avaient fait un cadeau, et puis j'ai gardé la salle à manger, très précieusement. Ma mère m'a dit un jour que mon grand-père avait le seul cinéma d'Istanbul, donc c'était à cette époque-là, dans les années 1915-20, c'était quand même pas mal, mais quand Atatürk est arrivé au pouvoir, il a décrété que toutes les minorités deviendraient turques, mais il fallait refaire le service militaire, donner tous ses biens à la Turquie et ne parler plus que le turc. Alors ils sont partis les poches retournées en quelque sorte, et ils sont, compte tenu du fait que la plupart parlaient bien le français, ils allaient quasiment tous à l'école de l'Alliance israélite qui faisait le tour du bassin méditerranéen, donc ils parlaient français. Où aller dans ces conditions, c'est venir en France, au pays de la liberté.
Und das Winterleibel nimm, tu es on, du scheute. Ob du willst nicht sein kein Gast zwischen alle Teute. Heb die Fliegel, es ist mir schwer. Alors voilà, c'est un petit vase que j'ai depuis, je pense que j'ai depuis toujours, et dont je me suis toujours raconté qu'il avait été transmis, que c'était le seul objet qui avait échappé à toute cette destruction, qui venait d'Allemagne. Je trouve qu'il a une tronche de vase qui vient d'Allemagne. Parce que ma mère était allemande, ma mère était d'une famille juive allemande très assimilée, son père était metteur en scène de théâtre et d'opéra. Je pense que le fait d'être juif n'avait pas beaucoup d'importance pour eux. Et toute la famille, après la guerre, toute la famille a réussi à émigrer aux États-Unis après de nombreuses péripéties. Et ma mère est la seule qui a été déportée. Et elle a rencontré mon père à la sortie des camps. Et de là, mes parents sont partis au Maroc. Donc moi, je suis née à Casablanca au Maroc, c'est-à-dire sans famille, sans maison de famille, sans racines, dans un pays dont je ne parlais pas la langue. Et comme une vraie étrangère, puisqu'en fait, il y avait les Marocains, évidemment, les musulmans, il y avait les Juifs, qui étaient les Juifs marocains, et les Français, qui étaient les Français chrétiens, et moi, j'étais rien de tout ça. Donc c'était assez étrange. J'avais en plus une mère qui parlait allemand, avec mon père, quand les parents ne voulaient pas qu'on comprenne, ma sœur et moi, ce qu'ils disaient, ils parlaient en allemand. Ma mère avait un accent allemand quand elle parlait français. Mais évidemment, comme tous les enfants, enfin, ça ne me paraissait pas très étonnant. Je me suis beaucoup intégrée à la famille de mes amis, c'est-à-dire j'avais des tas d'amis, juifs marocains pour le coup, juives marocaines. J'étais très proche de toutes ces mères qui faisaient la cuisine, qui tricotaient, qui avaient quelque chose de très féminin qu'il n'y avait pas chez moi. Ma mère ne faisait pas la cuisine, elle ne tricotait pas, elle parlait toute seule, elle était particulière. Elle avait été déportée, quoi. Et donc, il n'y avait rien. En plus, elle n'aimait pas les meubles, elle n'aimait pas les objets. C'était le vide total. Et puis, en 67, je suis venue à Paris avec mon père. Ma mère est restée au Maroc. Il y avait eu la guerre des 6 jours, donc elle avait peur, dit-elle. Elle a eu peur de ce qui risquait de nous arriver au Maroc en tant que juive. Et donc, on s'est retrouvés, ma sœur et moi, avec notre père, dans un immeuble flambant neuf de la gare, au-dessus de la gare Montparnasse, au 17e étage, des vitres, pas grand-chose, pas de place pour les meubles. Et là, j'ai été prise c'est pas vraiment une frénésie, mais vraiment d'un besoin de créer un passé. Je passais tous mes dimanches aux puces. J'ai collectionné des plateaux en marqueterie, des carafes publicitaires, des bustes. J'avais besoin sans doute, c'est ce que je me suis expliqué longtemps après, d'avoir moi aussi des objets qui auraient pu me ramener à un passé qui en réalité n'existait pas, mais de me créer l'illusion d'avoir moi aussi des draps en dentelle, des vieilles nappes, parce qu'il n'y avait rien. Et donc je pense que ce vase, je ne sais pas en fait d'où il vient, peut-être que je l'ai acheté aux puces, je suis à peu près sûre qu'il n'a pas pu m'être transmis, puisque ma mère n'avait rien à la sortie des camps, il ne restait plus rien. Mais quand même, je l'ai trimballé pendant toute ma vie comme
un objet précieux qui venait de cette histoire et qui avait traversé toute cette histoire. Longtemps, j'ai passé mes dimanches à chiner au marché aux puces, en quête d'objets des années 30, de cadres, de plateaux à marqueterie et de tableaux, pour reconstituer un passé qui ne m'avait jamais appartenu, mais qui avait le mérite de donner une illusion de postérité. J'ai un petit vase en verre épais, un peu années 30, dont j'ai toujours prétendu, jusqu'à m'en convaincre moi-même, qu'il était le seul objet sauvé de la famille de ma mère. En réalité, j'avoue que je ne sais plus d'où je le tiens, mais je sais que j'y tiens énormément. Je cherchais quelque chose de familier. J'ai acheté cette psyché aux puces de Saint-Ouen il y a des années parce que pour moi, elle aurait pu être dans l'appartement de mes grands-parents. J'ai des lampes comme ça de bureau, j'ai un cendrier, j'ai besoin d'objets qui évoquent cette époque, mais je ne pourrais pas vivre dans une sorte de bazar ou de marché aux puces, je pourrais pas. Donc je fais comme ma mère, parce que finalement il n'y a pas grand-chose chez moi aujourd'hui. Mais pendant longtemps, mon appartement était envahi de petites nappes en dentelle, de carafes en cristal de bohème, je m'habillais aux puces. Bien avant que ça soit la mode vintage. J'avais des vieux manteaux en fourrure. Je cherchais quelque chose qui me fasse appartenir à cette histoire, à cette famille, mais qui soit un peu charnel, qui soit pas que intellectuel, parce que moi j'ai un problème avec tout ce qu'on raconte, c'est que je pourrais pas vous donner les dates de naissance de mes grands-parents, je pourrais pas vous donner, enfin si maintenant je peux parce que j'ai écrit un livre et pour écrire ce livre il a fallu que je cherche, mais les dates de déportation de ma mère, tout ça est quelque chose qui me traverse la tête. En fait, moi je suis hantée par des tas de choses, mais pas par des dates. Je suis hantée par cette histoire abominable, par ces destins brisés, par ces tragédies, et j'ai vécu, je crois, toute mon enfance, ma mère, comme une princesse déchue, comme quelqu'un dont la vie avait été empêchée. D'ailleurs, c'est le titre du livre que j'ai écrit avec elle, La vie empêchée. Et par ce sentiment absolument absurde et dévitalisant que un beau jour, tous ces objets, tous ces meubles, toutes ces possessions qui symbolisent quand même un destin ont été pulvérisés par la connerie et la barbarie nazie. On a mis fin à l'existence de gens qui ne se sentaient même pas juifs. Et moi, c'est quand même aussi mon histoire, quoi. Je peux pas... Même si on me dit il faut passer à autre chose, etc. Oui, je veux bien passer à autre chose, d'accord. Mais moi, j'ai pas de grenier. Moi, j'ai pas d'objet. Moi, j'ai pas. Quand j'étais petite, je pouvais pas dire je vais passer mes vacances chez ma grand-mère.
parce que ma grand-mère, elle était aux États-Unis, tous les autres étaient disparus. J'ai même acheté une maison de campagne pour essayer de donner à ma fille ce que j'avais pas eu. Sauf que je suis pas normande, sauf qu'il faisait trop froid, sauf que j'ai pas planté de racines en fait, alors que je voulais planter des racines, j'ai pas réussi. C'est une idée saugrenue qui m'est venue à la mort le jour de l'enterrement de ma mère, ça, d'acheter une maison de campagne. Et que finalement, je voulais être comme les autres, quoi. Je voulais avoir une maison de campagne. Voilà, je voulais une maison de campagne. Ben, j'ai une maison de campagne. Et puis, au bout de 14 ans, je me suis rendu compte que la maison de campagne, c'était une illusion totale. Quand je l'ai vendue, ça m'a arraché le cœur. Et ça, ma fille, ça a arraché le cœur de mon mari, de ma fille. Mais un beau jour, je me suis dit, j'ai rien à faire là. C'est pas mon histoire. C'est pas mon histoire, c'est pas mes racines. Qu'est-ce que je fabrique dans le Perche, quoi. Ça a duré 14 ans et puis je l'ai vendu, quoi. Parce que je pense qu'on ne recrée pas les choses. Hat die Mame angetan, ihr Fehle dem Schwachen. Guck ich treuerig mir rein in mein Mames Säugen, so hat ihre Liebschaft nicht gelost, wer mir a Feigl auf dem Weg steht a Bäum, steht gebeugen, alle Vögel von dem Bäum seinen sich zerfleugen. Hey, daddy, daddy, daddy. Quand Céline Masson m'a demandé si j'avais des objets de mes grands-parents, j'ai d'abord pensé, mais j'ai presque rien. Enfin, d'abord, ils n'avaient rien. Ensuite, je n'avais que des grands-parents, ce qui était déjà formidable, des grands-parents maternels. Les autres, j'ai même pas une photo, je ne sais pas de quoi ils avaient l'air. Mes grands-parents étaient pauvres. Puis, ils ont vécu la guerre, la Shoah en France, donc ils se sont cachés, donc les objets, il n'y en avait pas des masses. Et puis après, j'ai réfléchi. Et en fait, j'ai deux objets très antinomiques. J'ai un faitout, très ancien, parce qu'il est complètement culotté, il doit avoir 100 ans, parce que ma grand-mère, je lui ai toujours vu, et je pense qu'elle l'avait acheté en arrivant en France. Et quand je me suis installée toute seule, que j'ai pris un studio, elle m'a donné un oreiller, des couvertures, très gentiment, et je lui ai dit, j'aimerais bien cette casserole. Elle m'a dit, cette vieillerie, je peux t'acheter quelque chose de nouveau. Et j'ai dit, non, je veux cette casserole-là. Elle me l'a donnée. Et je l'ai trimballée partout, parce qu'il y en a maintenant des nouvelles qui sont effroyablement lourdes, chères, etc. Je ne la quitte pas et je fais des très bonnes choses là-dedans. Mais elle est assez anachronique dans ma cuisine. Et puis j'ai quand même la bague. J'ai raconté ailleurs, mais je crois quand même. Alors c'est deux choses, c'est vraiment la cuisinière et mais la bague, elle était très liée à la cuisine. Alors la bague, il faudra la photographier, elle n'était pas tout à fait comme ça. Elle avait juste, comme disait ma grand-mère, 3 petits brillantimes au milieu. Mais cette bague, elle a une vraie histoire. Parce que avant la guerre, ils allaient être expulsés. Ma grand-mère a pris un billet de loterie avec son atelier. Elle travaillait en usine. Ils ont gagné le gros lot. Et le gros lot, ça permettait de racheter l'hypothèque de la maison, de faire un voyage en Pologne dont ma mère se souvient. C'était avant la guerre. Donc elle a vu une grand-mère qu'elle n'a plus jamais revue. Mon grand-père est parti avec. Cette bague, ça a fait partie de ce trésor qui devait être quand même assez important, puisque racheter une hypothèque, payer un voyage et acheter un peu de vaisselle et de l'argenterie, un manteau de fourrure, de l'astracan. L'astracan, hein, c'était à la mode à l'époque. Et 2-3 brillantimes, parce qu'ils avaient un cousin à Anvers. C'était modeste, hein, 3 petits, que j'ai toujours vus. Donc après, il y a eu la guerre, je ne sais pas comment ils ont survécu, Dieu merci. Et ma grand-mère avait cette bague sans les morceaux d'or là que j'ai fait rajouter.
Parce qu'un héritage, il faut se l'approprier. On peut le transformer. Et ça m'allait pas, les 3 petits brillanti, il me fallait quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc j'ai dessiné autre chose. Et... Alors j'ai toujours vu cette bague sur ma grand-mère, qui souvent l'enlevait pour la mettre sur une étagère quand elle pétrissait, ou la pâte des gâteaux, ou elle faisait la pâte des Kneidler, ou des Gefilte Fish, ou des Klops. Et au fur et à mesure, ses doigts ont enflé, et elle ne pouvait plus l'enlever, cette bague. Donc je me souviens de la bague fichée dans la chair, ça, dans le doigt boudiné. Et puis alors, il y avait toujours des morceaux de viande ou des morceaux de pâte qui se mettaient. Enfin, la bague, elle servait à la cuisine. Après, je lui mettais du savon un peu pour essayer, puis je lui nettoyais. Elle me disait, nettoie-moi ma bague. Puis après, elle est allée à ma mère. Je l'ai prise, et puis je l'ai faite un peu transformer. Et j'en ai fait mon alliance, ma bague de fiançailles, ma bague de tout ce qu'on veut. C'est vraiment le bijou. Donc cette bague... elle m'est très importante. Je la changerais pour rien au monde. Et la casserole, mais j'y ai pas pensé. Et puis je me suis dit, mais cette casserole, je la trimballe partout. J'ai vécu en Israël, j'ai emporté la casserole. Je suis revenue d'Israël. Franchement, c'est une vieillerie. On fait des casseroles beaucoup plus jolies, beaucoup plus extraordinaires. Et une des raisons pour lesquelles je ne passe pas à ces plaques-là, vous savez, mais que je reste au gaz, bon, avec la flamme, c'est qu'elle n'ira pas sur les plaques, je sais pas quoi, pas vitrocéramique, mais à induction et tout. Elle ne pourra pas. Et je ne veux pas la remiser. Je continue à faire du mijotage, je continue à faire de la soupe et du kroupnik. Et cette casserole, en fait, elle fait partie intégrante. Et je crois que je la lèguerai à un de mes 2 enfants, celui qui la veut. Bon, j'ai pas grand-chose, j'ai rien, parce que mes grands-parents n'avaient pas de meubles, ils ont acheté les meubles Galerie Barbès, ces galops, vous savez, la chambre à cocher avec les béfets, c'était assez moche, on n'a pas gardé. Il n'y avait rien, ils n'avaient rien. Ils avaient un peu de porcelaine et rien, franchement rien. Moi j'enviais beaucoup les copains, ils avaient des greniers, les maisons des grands-parents, il y avait des greniers, il y avait des choses, des lettres. Des lettres, il n'y en avait pas, ils étaient illettrés, mes grands-parents. Je riais beaucoup chez mes grands-parents. Ils étaient plus gais c'était plus gai que chez mes parents. Ce qui est d'ailleurs incroyable, parce que, quand même, ils ont émigré, ils ont vécu des vies difficiles, après ils ont dû se cacher, ils ont failli mourir, après ils ont reconstruit, mais... Bon, il y avait mon grand-père qui avait une espèce de force. Il a été orphelin très tôt. C'était un mauvais garçon, c'était un voyou. Un voyou, comme disait ma grand-mère. Ton grand-père, c'est un voyou. Et je pense qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus vital que du côté de mon père. D'ailleurs, ma mère avait ça. Elle avait quelque chose de vital. Je pense que j'en ai hérité. Je pense que ma mère m'a transmis cette espèce de niaque. Quand même s'il peut y avoir des moments très sombres, de reprendre, d'être réjoui des petites choses de la vie, de ma casserole, de ma bague, des amis, enfin quelque chose, des fleurs, d'une parole gentille, d'un bon plat, un peu trop même, mais enfin bon. Et mon père avait pas ça. Mon père avait une anxiété chevillée au corps, tandis que chez mes grands-parents, c'est très drôle, ils n'étaient pas anxieux. Et je pense, j'ai pas analysé ça, je le savais pas, j'étais pas psy. Mais quand j'y pense maintenant, je pense que le climat d'anxiété qu'il y avait que mon père répandait, que ma mère essayait de tempérer, mais papa était une figure très centrale, d'anxiété et d'exigence anxieuse. Moi, c'était pas drôle. Ma grand-mère, elle disait, chez toi, ton père, c'est Sombre Dimanche. Il y avait une chanson dans les années, je sais pas quoi, qui s'appelait Sombre Dimanche. Sombre Dimanche, ça veut dire c'est pas gai. Elle me disait, chez toi, c'est toujours Sombre Dimanche.
sombre dimanche, les bras tout chargés de fleurs, je suis entrée dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas. Et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis restée toute seule et j'ai pleuré tout bas en écoutant hurler la plainte des frimas. Sombre dimanche. Tandis que chez mes grands-parents, il y avait le côté bon vivant. Mon grand-père se vantait, il mangeait pas cachère, il se vantait de manger 20 côtelettes de porc l'une à la suite de l'autre. Franchement, comme record pour un juif, faut le faire, hein. Mais il était content de ça. Des côtelettes de porc, c'est interdit le porc, mais eux, ils mangeaient pas cachère. 20! Il était gros, il bouffait. Et ma grand-mère disait, mais franchement, un voyou, il mange trop. Mais bon, vous imaginez, c'était ça le record de mes grands-parents. Ils étaient totalement... Je les adorais. Et le soir, voilà. Alors, il y avait de la bonne bouffe, il y avait des gâteaux qu'elle me sortait du buffet. J'ai parlé ailleurs du fameux buffet où ma grand-mère faisait des bons gâteaux, ça sentait la cannelle. Et on n'avait pas le droit de m'en donner parce que mon père était déjà inquiet. Il fallait toujours mannequin, hein, alors il fallait... Et j'étais rondouillarde à l'époque. Et il me mettait au régime. Donc, il disait à ma grand-mère, je la pèse avant de partir et je la pèse, mais je t'ai pesé comme un bestiau, hein. Et ma grand-mère, elle disait, on le dira pas à ton père, hein. Alors, elle me donnait les gâteaux et je revenais et j'avais pris du poids. Cata, c'est-à-dire, elle me filait des trucs, mais genre, si on le dit pas, et moi, je humais un gâteau, je prenais déjà du poids, évidemment, parce que c'était tellement des rapports avec mes parents et des histoires. Évidemment, j'ai compris ça plus tard. Et c'était dingue, parce que ma grand-mère, c'était extraordinaire. Alors, j'étais assise. Alors, en milieu d'eux, ils enlevaient leur dentier, ils le mettaient dans le... Mais vous savez, c'est des paradis d'enfance. La casserole, je soulevais le couvercle, il y avait toujours quelque chose de bon. Et puis après, il y avait des petits chocolats et des gâteaux. Et la télévision, ils avaient la télévision. Il n'y avait pas de télévision chez nous. Mes parents n'en voulaient pas. Il faut lire. Alors j'ai lu, ça, vous voyez d'ailleurs que j'aime lire. Mais là-bas, il y avait la piste aux étoiles. Ça, vous ne connaissez pas. Mais c'était Jean Nohain et tout. Il y avait l'Eurovision. Il y avait des choses. Et mon père n'était pas du tout content. Tu perds ton temps. Alors, il fallait que je grossisse pas, que je lise, que j'étudie, enfin bon. Et là-bas, c'était tous les paradis interdits, hein, faut voir. Quelque chose est passé, c'est pas la casserole, parce que je leur fais les plats de ma grand-mère, et ça, casserole ou pas, ils commencent à me demander les recettes. Je dis, dépêchez-vous, hein, parce que les vieilles juives, après, ça va plus de la cuisine. Ma grand-mère, vers la fin, voulait plus faire la cuisine. J'en ai marre, elle disait. Je l'ai trop fait. Mais ça, j'ai remarqué ça. Alors, j'ai dit aux enfants, dépêchez-vous, hein. Voilà. Seinen sich zerflogen. Hey, daddy, 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 da. Hey, daddy, 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 da. Hey, daddy, 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 da. Hey, daddy, 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 Je m'appelle Yvonne Ries. Je suis née Hermann avec sans H. J'ai
presque 90 ans. Et un lourd passé derrière moi, comme beaucoup de gens de ma génération. Ma mère a eu la chance de retrouver ce samovar et elle l'a gardé jusqu'à ce qu'elle décède. Et à sa mort, mon frère l'a pris, alors que j'aurais voulu l'avoir. J'ai voulu à tout prix le récupérer parce qu'il me rappelait des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'avant-guerre. Bon, la guerre a éclaté, j'avais 6 ans et demi. Et je me souviens de ce samovar qui trônait sur le buffet de la salle à manger. Et à côté de ce buffet, il y avait un fauteuil. Et comme tous les enfants, je n'avais pas le droit d'y toucher, je n'avais pas le droit. Et quand mes parents tournaient le dos, je grimpais sur le fauteuil et je me regardais dans la partie bombée du samovar et je voyais mon visage déformé, ça m'amusait. Et j'en ai gardé, c'est ce souvenir que j'ai gardé du samovar. Mon père a été convoqué avec la carte verte et il est parti de là à Pithiviers. Et de Pithiviers, il est resté 1 an et il a été emmené de Pithiviers à Auschwitz. Ma mère suppliant mon père de ne pas se rendre là-bas. Et puis il lui a dit, ce que j'ai entendu 1000 fois après, « Rivkalle, la France nous a accueillis, normal qu'on travaille pour elle. » J'ai des flashs de souvenirs, et j'ai des grands précipices où c'est le vide complet. À midi, le jour de la grande rafle, on était assis dans la salle à manger. Il devait y avoir une tante, mon petit cousin, je ne me souviens plus vraiment, mais à midi, on a entendu quelqu'un taper très très fort à la porte. Et une grosse voix dire « Je t'ai dit qu'il n'y aurait personne, il est midi. Ils ont dû aller faire des courses, on reviendra dans une demi-heure. » Et à la suite de ça, tout le monde est parti. Donc, c'est l'histoire de... Pour moi, il me tient à cœur. C'est un petit bout de... C'est, comment dirais-je, le début de la catastrophe, quoi. Elle est déportée à Auschwitz-Bergen-Belsen, Auschwitz. Et de là, elle s'est retrouvée au bloc 10 d'Auschwitz, chez Mengele. Elle avait une 30aine d'années, elle était jeune. Elle était une jolie femme. Et quand j'en ai entendu parler après la guerre et qu'on s'est retrouvés, je devais avoir 14 ans. Et elle avait 2 amis à elle qui ont été comme elle rescapés de ce bloc 10. Et au 80 rue de Ménilmontant, il y avait dans la salle à manger une alcôve avec des rideaux, avec une petite bibliothèque. Et j'étais allongée, elles étaient assises toutes les 3 à table et elles m'ont complètement oubliée. Et pour la première fois, j'ai entendu parler de là-bas. Et il y en a une qui dit à l'autre, « Tu te rappelles quand ils nous mettaient des aiguilles longues comme ça dans le ventre? Tu te rappelles quand ils nous faisaient ça? Tu te rappelles quand un tel nous demandait de faire descendre un morceau de ficelle pour attacher un petit morceau de pain pour qu'on puisse tenir le coup? » Et tout ça, je l'ai entendu, j'avais 14 ans, mais, comment dirais-je, non pas que ça ne m'ait pas touchée, mais ça m'a laissée un petit peu indifférente. Ce qui a vraiment été la vie de ma mère là-bas, je n'ai jamais su. Elle ne parlait pas. Elle ne pouvait pas parler, pas plus qu'elle ne pouvait donner d'amour. Et bien des années après, quand je me suis retrouvée avec mon mari en Israël et qu'on a été voir les photos au
Je suis émue là, j'ai du mal à trouver les mots. Qu'on est monté voir et on est rentré, que j'ai vu les premières photos. Je suis sortie, j'ai fait une crise de spasmophilie parce que d'un seul coup, j'avais devant les yeux ce que j'avais entendu raconter. Unter die poilische Grieninke Bäumerlech spielen sich mehr nicht keine Mäuschelech, Schleumerlech. Spielen sich mehr nicht keine Sorelech, Leierlech, nicht auf keine Gräserlech, nicht auf keine Schneerlech. Silchen scheuen mehr nicht die jüdische Stimmelech, fune dik, fune deisinlech, mattelech, schimmelech. Mit die Zekrete, Zedrapete, Zurelech, funen Beweisen, fune derim, fune Gewurelech. Quand j'ai retrouvé ma mère, en 1945, on est resté 18 mois en Suisse, quand j'ai retrouvé ma mère et que je lui posais des questions. Aucune réponse. Laisse-moi tranquille, je suis fatiguée, c'est pas le moment. Une autre fois, quand tu seras plus grande. Je n'ai jamais eu de réponse aux questions posées. Aucune. Et souvent, maintenant, vu mon grand âge, je me sens amnésique jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans. Ça s'est à peu près bien passé avec ma mère. On ne posait pas de questions parce que j'ai fini par comprendre qu'en lui posant des questions, ça la mettait mal à l'aise, elle n'avait pas envie de répondre. On était des enfants très obéissants. Il ne fallait pas qu'on parle, il ne fallait pas qu'on se rebiffe, il fallait obéir. Et quand il m'arrivait, moi, de me plaindre auprès d'amis de ma mère, en leur disant « oui, j'aurais voulu un petit bisou, j'aurais voulu… » Elle n'était pas tendre, ma mère, et pour cause. Et on me répondait, et ça c'est pareil, je l'ai entendu une partie de mon adolescence, « Yvonne, il faut que tu comprennes d'où elle vient, elle a vécu l'enfer. » Moi, à 12, 13, 14 ans, il fallait que je comprenne les souffrances et le vécu de ma mère. On finit par ne plus poser de questions. Il y avait une boulangerie et placardée sur le mur, il y avait une affiche avec un fond jaune et le juif su de profil. Et en passant devant cette affiche, je me suis arrêtée, je l'ai regardée et je me suis dit « mais je ne ressemble pas à ça ». Je trouve qu'on ne parle pas assez de tous ces gens qui ont fait que l'on soit vivant encore. On est quand même très nombreux à avoir été rescapés. Quand j'étais à Grenoble, j'allais voir mes grands-parents, à Sassenage, j'allais voir mes grands-parents toutes les semaines à Grenoble. Il y avait un tram qui nous amenait de Sassenage à Grenoble, et ça faisait 13 km en tout. Et un jour, je le prends, j'arrive place Grenette, ou le terminus, et là, le tramway est entouré d'Allemands, fusil à la main, qui demandaient les papiers aux personnes qui descendaient du tram. Et ce jour-là, j'avais donc 9 ans, j'ai eu une peur que je ressens encore actuellement, viscérale, une peur panique. Je deviens quoi? Je suis toute seule. Je sais que je suis juive. Je sais qu'il faut me cacher.
Et je fais quoi? Mais une peur, je vous dis, quand j'en parle encore actuellement, je ressens cette boule de peur dans mon ventre. Et les gens descendent, montrent leurs papiers, on en met à droite et d'autres s'en vont. Et devant moi, de dos, je vois une dame qui descend devant moi. Elle descend, elle montre ses papiers, on lui rend sa carte et elle va pour s'en aller. Je descends, je lui attrape la main et on continue à marcher tout le long de la place. Arrivé au bout de la place, elle part à droite, je pars à gauche. Je n'ai jamais vu son visage. Sa main ne s'est pas serrée, mais elle n'a pas eu de réaction. Cette femme, je la bénirai toute ma vie. Elle m'a sauvée. C'est long une vie, hein? Et c'est très court en même temps. Wenn wir wollen singen in Zeit von die Karschen, von Drossels Gelächter, von Nachtigalls Lied, in Jontev dem Grün. Ce portrait est le portrait de mon grand-père, qui porte le même nom que moi, ou moi je porte le même nom que lui. Il s'appelle Marine Karmitz. Et c'est l'ancêtre, la référence de notre famille. Ce grand-père que je n'ai pas connu, qui est mort avant ma naissance, dont j'ai beaucoup entendu parler, était marchand de 4 saisons. Il vendait du fromage dans la rue, puis peu à peu, il est devenu le grand fromager de Bucarest, et il s'est mis à vendre d'ailleurs du fromage français, et des publicités, où il explique qu'il vendait du camembert, en Roumanie. Il a eu 8 enfants. Il était évidemment extrêmement présent pour ses garçons et ses filles, et évidemment donc pour mon père, qui était le plus jeune de cette fratrie. Ce portrait a toujours été dans le bureau de l'aîné des garçons. Donc 4 garçons, et l'aîné a toujours eu un rôle extrêmement important, comme très souvent dans les familles juives. C'était le maître de la famille, c'était le pater familias de tout le monde, et il s'est effectivement occupé de tout le monde, surtout au moment de la guerre et après la guerre. Nous sommes partis de Roumanie en 1947. On a survécu à la guerre. La situation roumaine était très particulière. En 2 mots, en gros, il y avait environ 700 000 juifs en Roumanie. La moitié des juifs ont été tués. Nous avons quitté la Roumanie en 1947, tous. C'est-à-dire que contre l'abandon de tout ce qu'ils avaient, c'est parmi les gens les plus riches des Balkans, hein. Donc les maisons, la fer, tout ce qu'il y avait dans les maisons, tout ce qu'on avait même, on a pu emporter que les vêtements qu'on avait. Son premier travail dans l'existence, c'était d'être contrôleur des wagons-lits. Et il faisait la ligne Bucarest, Vienne, Paris. Et évidemment, on lui demandait de ramener des médicaments, parce qu'il en manquait dans le pays, et que il fallait les trouver entre l'Allemagne et la France. Et donc, il est devenu contrebandier de médicaments. Comme manifestement, ça devenait peut-être un peu dangereux ou surtout compliqué, il a décidé de faire une petite officine d'importation de médicaments pour la Roumanie. Puis il a engagé son 2e frère pour faire les paquets. Donc ils étaient déjà 2 à travailler dans cette officine. Puis ça a été le 3e frère, quand il était en âge de travailler, de finir un peu ses études. Et puis c'était mon père. Et en fait, les 4 frères se sont retrouvés ensemble
dans une société qui était devenue, et qui est devenue, en peu de temps, relativement peu de temps, la plus grande entreprise de produits chimiques et pharmaceutiques des Balkans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que leur position les amenait à tenir toute l'alimentation en médicaments sur la Roumanie, mais aussi les pays annexes. Et donc ça, c'était un point extrêmement important, entre autres pour les Allemands. L'antisémitisme roumain, très présent, c'est au point que, évidemment, Antonescu, le maréchal Antonescu qui était au pouvoir, il était porté au pouvoir par l'extrême droite, par les amis des nazis. Mais il y avait encore en Roumanie tout un ensemble d'extrême droite très violente qui s'appelait les gardes de fer, la Légion, les chemises noires, différents noms militants, violemment antisémites, qui dataient de bien l'avant-guerre. Et ils ont tenté, en 1941, de prendre le pouvoir contre le maréchal Antonescu. Leur seul programme politique, c'était la chasse aux Juifs. Et donc la première chose qu'ils ont faite, quand ils ont tenté de prendre le pouvoir, armés, légionnaires, armés, etc., c'est de s'attaquer aux Juifs. Et là, évidemment, ils sont venus s'attaquer à nous. Et ils ont, entre autres, par exemple, cherché mon père et mon oncle, ils habitaient ensemble dans une grande maison, et pour le dissoudre dans le vitriol. Ils avaient amené des grands fûts de vitriol sur un camion, stationnés devant la maison, ils les cherchaient. Ils sont arrivés à s'échapper, mais ils sont restés chez nous. Et alors, ce qui était très curieux, c'était que les troupes régulières du maréchal Antonescu, pro-nazis, se battaient contre les ultra-nazis. Et ils se battaient chez nous. C'est-à-dire que les nazis sont arrivés, ils ont voulu faire dire à ma mère où était mon père, etc., etc. Et les autres venaient nous délivrer. Les troupes régulières venaient nous délivrer, puis ils allaient délivrer d'autres maisons. Et ça a duré 3 jours, cette affaire, où mon père a pu s'échapper, mon oncle aussi. Mais là, c'est là où ils ont tué, dans des conditions absolument horribles, tous les juifs qu'ils arrivaient à attraper. Ils les ont pendus par la peau du cou aux abattoirs, enfin, etc. Enfin, c'est des spectacles horribles. Quand on est parti de Roumanie, pendant 6 mois, il n'y a plus un seul médicament en Roumanie. C'est-à-dire les gens mouraient comme des mouches. Et c'était le début de la pénicilline. C'est les premiers qui ont amené mon père. J'ai une photo de mon père avec des avions de pénicilline amenés en Roumanie. Et évidemment, quand ils sont partis, les fournisseurs français, américains, anglais ou allemands, n'ont plus voulu vendre de la pénicilline à des gens qui ne connaissaient pas, quoi. Et donc, là, ça a été une catastrophe. On est parti dans des wagons fermés complètement, etc., totalement clandestins, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache que la famille Karmitz quittait la Roumanie. Et on n'a pas pu, évidemment, descendre dans aucun port de la Méditerranée, puisqu'ils étaient tous interdits aux Juifs, et que le bateau n'était rempli que de Juifs, quasiment. On a fait tous les ports de Méditerranée. On est parti de Constanța, dans la mer Noire, on est allé à Istanbul. On n'a pas pu descendre, on a passé, c'était assez formidable, 2 semaines à Istanbul, à Noël 47. Ensuite, on est allé à Beyrouth. Impossible de descendre. Ensuite, à Haïfa, là, on nous tirait dessus. Tous ceux qui voulaient descendre se faisaient canarder. La nuit, en particulier, les gens tentaient de descendre la nuit, etc. Se faisaient canarder par les Anglais en Israël. Donc, on a passé un moment en Israël. Et puis, on est reparti.
et on est allé à Naples. Alors là, à Naples, c'était assez intéressant parce que l'armée américaine tenait Naples, donc on a pu descendre à Naples, mais pas aller plus loin parce que les Italiens ne voulaient pas qu'on aille en Italie. Donc on a dû remonter sur le bateau. Et c'est Marseille qui nous a accueillis, d'où d'ailleurs ma passion pour la France. Donc ce portrait de Marine Karnitz était donc dans le bureau du fils aîné de mon oncle, l'aîné des oncles. Et on est parti, on a quitté la Roumanie dans des conditions très rapides, très brutales, en 1947, en laissant tout. Et évidemment le tableau. Et l'aîné était parti déjà quelques temps auparavant, il avait quitté la Roumanie pour la France. Et il n'y a pas très longtemps, il y a disons une dizaine d'années, après la mort de Ceausescu, ma mère a un appel téléphonique. Quelqu'un qui lui dit, écoutez, voilà, nous avons un tableau qui était dans le bureau. Il connaissait manifestement toute l'histoire, il avait vu le tableau. Nous avons ce tableau, c'est le tableau de Marine Karnitz, le grand-père, etc. On est prêt à vous le vendre. Donc les vendeurs étaient prêts à vendre à se séparer de leur vol. Et ils ont demandé un prix absolument faramineux, ce qui m'a vraiment profondément agacé. Et je tenais beaucoup à récupérer ce tableau. Ils avaient envoyé une photo en plus du tableau, et je me disais, tiens, c'est la seule image en fait que j'ai de mon grand-père. Je pense que ça aurait fait vraiment plaisir à mon père si on avait récupéré ce tableau. Mais le prix était impossible. Et je me dis, je vais le récupérer. J'aime pas les voleurs, je vais essayer de le récupérer. Et donc, j'ai fait des films en Roumanie avec un metteur en scène qui s'appelle Lucian Pintier, des grands metteurs en scène roumains. Et Pintier avait comme assistant un ancien de la Securitate, qui avait été d'ailleurs celui qui le surveillait. C'était l'agent qui était attaché à lui par la Securitate et qui était devenu, en fait, son homme à tout faire, disons. Et je me suis adressé à lui en disant, j'ai un problème, on m'a volé un tableau, on me propose de le racheter, j'aime pas racheter les choses qu'on m'a volées, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer ce tableau? Il dit, donne-moi les noms, les références, etc., je vais voir ce que je peux faire. Donc, comme très souvent dans ces pays-là, et surtout en Roumanie, il en a fait son affaire. Il me dit, mais est-ce que tu es prêt à payer quelque chose? Je dis, oui, je considère qu'ils ont pris soin du tableau. Et donc ça mérite rémunération. Ils l'ont volé, mais ils ne l'ont pas brûlé. Ils ont fait attention, ils l'ont gardé. Donc comme ils ont pris soin, donc je vais les rémunérer sur quelques années, longues années, de garde du tableau, comme des gardiens du tableau. Et donc j'ai payé un prix tout à fait raisonnable. Le problème, c'était comment le faire sortir du pays, parce que je soupçonnais quand même que ces gens étaient quand même dans le cœur du pouvoir roumain, puisqu'ils avaient pu le voler dans le bureau de mon grand-père, etc., de mon grand-oncle. Donc comment le ramener en France? Et il se trouve qu'à ce moment-là, Bertrand Tavernier tournait un film en Roumanie, et que le directeur de production de ce film était mon directeur de production habituel. Et donc on s'est débrouillé pour mettre ce tableau dans les décors de Capitaine Conan, et on l'a ramené en France avec les décors du film de Tavernier. Donc ce long chemin de récupération et de la vie de ce tableau, et maintenant il est avec moi, donc je suis très heureux de vous le présenter. Le fait que je m'appelle comme lui a certainement pesé, mais pesé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il fallait être à la hauteur de ce qu'il était. Il y a eu j'ai le sentiment qu'il y a eu une transmission par le prénom. Évidemment le nom, mais par le prénom.
que le prénom a marqué. De la même façon, très, très étrangement, le nom juif, parce que j'ai aussi c'est le nom roumain, Marine, c'est un nom roumain. Mais le prénom juif, c'est Moïse. Donc en fait, je m'appelle Moïse Karmitz. Donc il devait s'appeler aussi, je suppose, Moïse. J'en sais rien. Donc voilà, c'est un objet auquel je tiens beaucoup. Mais c'est une image. Sans ces voleurs, je ne l'aurais pas. Je ne pourrais pas raconter l'histoire de mon grand-père en montrant sa photo, c'est-à-dire en le rendant vivant. Je pense que c'est ça la force de la photo, d'une part, mais des portraits, quand c'est des portraits de personnes, des portraits de famille, c'est qu'on rend vivant les morts, on leur redonne vie. Wenn wir wollen singen in Zeit von die Karschen, von Drossels Gelächter, von Nachtigalls Lied, in der Jont auf dem Grünen. Die Mädlich will haben, noch kuschen in der Sinnen, Verliebte, die Herzen wie Sonnen. Wenn wir wollen singen in Zeit von die Karschen, wird höher noch klingen der Nachtigalls Lied. Noch kurz, oi wie kurz ist die Zeit von die Karschen, wenn Kleiben geht, sauber zweit wie ein Träum, die euringliche Bunte. Die Karschen von der Liebe ohne pure Basunte, wo's hängen wie Tropens von Blut von einem Baum. Nur kurz, oi wie kurz, ist die Zeit von die Karschen, wo's gleiten so wie Korallen in Träumen. Wenn kommen verreich, wird die Zeit von die Karschen, ob schreckt euch dann auf von Liebe die Pein, sollt froh